Voici 10 scènes incroyables dans des films. Qu'est-ce qui fait qu'une scène est incroyable dans un film? C'est souvent qu'une scène peut fonctionner à elle-même, ou que la scène va changer littéralement la dynamique du film, ou une scène mémorable qu'on pourrait juste la regarder en boucle. Donc évidemment, ce sont 10 scènes, c'est pas tellement un top 10, donc c'est juste 10 scènes que je trouve incroyables dans des films, qui permettent à des films déjà très bons, de s'élever, ou même à des films qui sont pas exceptionnels, mais de s'élever parce que cette scène-là change littéralement la donne. Donc, j'ai essayé de pas juste prendre des scènes de début et de fin, parce que forcément, habituellement on met le paquet au début pour nous attirer, ou on le met à la fin pour que ça reste dans notre tête. Donc j'ai essayé, plus souvent qu'autrement, c'est des scènes d'introduction et de conclusion, mais j'ai essayé d'inclure des scènes qui ne sont pas des scènes d'introduction ou de conclusion. Donc, allons-y. Numéro 10. Alors, on dit qu'un réalisateur atteint le paroxysme de son art quand il parvient à faire une scène où, a priori, il ne se passe pas grand-chose, mais qu'en réalité, il se passe beaucoup de choses. Et le réalisateur de 12 Years Slave l'a réussi parfaitement, le film du même nom. À deux moments, on a des moments où il ne se passe à priori rien. Mais en fait, les scènes sont très intenses dans ce qui s'y passe. Je vais prendre la scène de la pendaison, ou la fausse pendaison. En fond, le personnage de Solomon se fait pendre, parce que forcément, les méchants blancs sont méchants. Mais, bref. Mais il n'est pas totalement pendu parce qu'ils s'en vont, mais il a quand même la corde au cou et il arrive quand même à être debout, mais à peine debout, il faut qu'il soit sur le bout de ses pieds, il y a de la boue. Et c'est une scène qui est quand même très longue. Je veux dire, tout ce qui se passe, c'est lui qui essaie de ne pas finir vraiment pendu. Donc pendant 1 minute et demie, c'est vraiment un plan fixe de juste lui qui est pendu. On voit que après la turbulence qui se passait dans le petit endroit, les esclaves noirs finissent par sortir, mais ne vont pas forcément l'aider, à l'exception d'une qui va venir lui donner de l'eau. La vie reprend son cours normal, et c'est ça qui est incroyable avec la mise en scène et la réalisation, c'est que lui est fixe, mais ce qui se passe autour de lui continue de bouger. C'est une scène qui est très longue, 2 minutes et demie, et c'est tout simplement excellent. L'intensité de cette scène-là, de voir cette cruauté, de voir son triste sort, sentir avec lui cette longueur d'être pendu, pas pendu, de vivre dans une situation assez précaire. Fait que vraiment une excellente scène. En numéro 9. Une autre scène extraordinaire, cette fois-ci du film d'animation Up de Pixar. Scène d'introduction. On le voit venir. Je ne veux pas juste prendre des scènes d'introduction, mais malheureusement elles sont si fortes. Et dans le cas de Up, c'est incroyable. Les 10 premières minutes de ce film, là, qui comptent dans le fond l'histoire du vieux bonhomme. Comment est-ce qu'il est devenu vieux? En fait, il a déjà été jeune, a rencontré l'amour de sa vie, ils ont fondé un couple. Ont voulu tenter de fonder une famille, mais c'était en vain parce que j'imagine qu'on a découvert que la femme était rendue infertile. Ils avaient des rêves, certains ils ont pu réaliser, d'autres non. Et l'histoire se finit sur le fait que sa femme décède, il est seul et rempli de regrets. Tu écoutes le film et après cette scène-là, tu as envie de dire comme arrêter le film, peut-être te mettre dans ton coin et pleurer. C'est vraiment une scène qui est très émouvante, parce que très nihiliste, très existentialiste, ça nous rappelle le caractère très éphémère de la vie. Je veux dire, cette scène-là est tellement bonne que le reste du film est vraiment fade en comparaison. Je veux dire, en fait, c'est quasiment un oxymore. D'un côté, tu as une scène qui est terriblement réaliste, et après coup, on a une maison qui vole avec des ballons. Fac. Mais bref, le film est bon, et c'est bien qu'il y ait une morale à l'histoire, de dire que bon, il y a une solution au nihilisme, une solution à l'existentialisme, mais n'empêche que cette 10 minutes-là est incroyablement touchant, émouvant et constitue une excellente scène, encore une fois. Numéro 8. Alors, j'ai pris un film d'animation, je vais également prendre un dessin animé. Donc, le film, c'est Batman Under the Red Hood. Selon moi, le meilleur film de Batman, tout support confondu. Alors, la scène que je vais choisir, c'est une scène finale, oui. Je vais encore une fois, comme les scènes d'introduction, pas juste prendre ça, mais elles sont si puissantes, et dans ce film, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, le film porte grossièrement sur les relations familiales, si on veut, dans Batman. On traite beaucoup de l'aspect de, Robin, qu'est-ce qu'il est au final, à travers le personnage de Jason Todd, qui était un ancien Robin, mais qui a malheureusement été tué par le Joker, mais qui va revenir via Ra's al Ghul pour conclure ou aborder d'une autre façon Batman. Donc, la scène finale, c'est finalement la confrontation entre Batman et Robin, Jason Todd, mais également le Joker qui est là, parce que le Joker se joint aussi à cette dynamique familiale. Donc on a Jason Todd qui confronte Batman et qui se demande mais pourquoi est-ce que le Joker est encore en vie? Pourquoi tu ne l'as pas tué? Et en réalité, la question qu'il pose surtout, c'est
pourquoi Batman ne prend pas plus son rôle de père à cœur que son rôle de justicier? Parce que c'est un peu ça. Ils ont vraiment une relation père-fils. Damien Wayne, tu peux aller te faire voir. Donc la relation de Jason Todd et Bruce Wayne, c'est vraiment celle, si on veut, d'une relation père-fils. Batman est déchiré du fait que Jason lui a été enlevé, mais malgré tout, c'est quand même pas résolu à tuer le Joker, et maintenant Jason veut forcer la chose et décider que bon, je te laisse pas le choix, je vais tuer le Joker. Si tu veux absolument être le justicier et m'empêcher de commettre un meurtre, il va falloir que tu m'en empêches et je ne te laisse pas trop le choix, il va falloir que tu me tues pour y arriver. Donc, juste ça, c'est incroyable, c'est un moment de tension, c'est vraiment, quand on parle de climax de film, c'est un exemple parfait. Et Batman réplique par la meilleure façon possible. Dans un film, le scénariste prenait des notes, dans un film, quand on te présente deux dilemmes, la seule bonne réponse, généralement, c'est de ne prendre aucun des deux et de créer ta troisième réponse. Ça, c'est prenant, ça, c'est engageant, ça, c'est surprenant surtout. Donc Batman y arrive, il parvient à sauver le Joker tout en ne tuant pas Jason Todd, préservant ici d'une certaine façon le statu quo, même si malgré tout il a quand même fait son choix. Il préfère son rôle de justicier à celui de son rôle de père. Et d'une certaine façon, forcément Jason Todd se sent trahi et décide de détruire la place, il y a des bombes qu'il avait installées. Et le Joker tente d'empêcher Batman de les sauver parce que pour lui, de voir que toute la famille va mourir le même coup, c'est le meilleur scénario possible pour lui. Batman va quand même réussir à se libérer du Joker, courir vers Jason pour essayer de le sauver. Un peu trop tard, l'explosion survient. On ne trouve pas le corps de Jason. Joker, malgré tout, est encore en vie. Batman est encore en vie. C'était un échec, probablement sur toute la ligne pour Batman. Il a échoué totalement en tant que père, une nouvelle fois, mais malgré tout, de certaine façon, a réussi à sauver Batman dans le processus. Donc, vous voyez, c'est vraiment une scène qui catalyse tellement ce que Batman est. Je veux dire, tu fais ce film-là et après, encore une fois, après cette scène-là, tu te dis, bon, il n'y a plus rien à faire avec Batman. Tout ce qu'on va réussir à faire, ça va être tellement moins intéressant que ça. C'est vraiment une scène incroyable. Je pourrais en parler si longtemps. Ça me fait frissonner juste à en parler. Cette profondeur, à quel point on s'intéresse à des éléments précis et qu'on les traite en profondeur avec la relation Batman-Joker, la relation Batman-Robin. Vraiment une excellente scène d'un excellent film. Allez l'écouter. Numéro 7. Et on est de retour encore une fois avec une scène finale. Mais c'est une scène finale, mais c'est presque littéralement en fait les 5 dernières secondes du film Memories of Murder. Memories of Murder, dans le fond, ça raconte l'histoire vraie d'une enquête policière sur un tueur en série. Et dans le fond, ce qui fait que le film est intéressant et qui fait un bon twist à la fin, c'est qu'il n'y a pas réellement de twist. En fait, on n'arrivera pas à trouver le coupable. Ça, c'est déjà intéressant parce que c'est vraiment contre les attentes habituelles. Habituellement, une intrigue policière, nous allons trouver le coupable et cela va nous surprendre. Mais ici, ce qui nous surprend, c'est qu'on ne trouve pas qui est le coupable. Donc, à un certain moment donné, les policiers se rendent compte que, on n'y arrivera pas, on n'a plus de pistes. Et un an plus tard, on retrouve un des inspecteurs qui va tomber finalement par hasard sur un témoin qui pourra peut-être lui décrire qui était le coupable. Mais le problème, c'est que le témoin n'a aucune description, n'a aucun élément pertinent pour décrire la personne. La personne semblait tout à fait normale. Et à ce moment-là, le personnage va retomber dans un état de confusion les plus totales. Et ce qu'il fera, c'est briser d'une certaine façon le quatrième mur. Son regard confus va se tourner vers la caméra, vers nous. Et ça, ce petit très court moment, parce que le film se finit tout de suite après, ça rend vraiment cette scène-là mémorable et le film, ça l'évèle à des niveaux incroyables. Parce que ça me revient à plusieurs niveaux. Premièrement, le personnage, il partage avec nous la confusion de comme, l'histoire va vraiment se finir comme ça. Mais également, ça fonctionne à un autre niveau parce que ça se passe sur une histoire vraie. Donc, c'est vraiment une série de meurtres qui n'a pas été résolue là-bas. Je pense que c'est en Corée du Sud. Donc, le fait qu'il rejette un regard, il le jette aussi vers nous, mais il le jette aussi peut-être vers le possible tueur qui va regarder, que ce soit au cinéma ou chez lui, un film qui porte sur son œuvre. Donc, cette brisure du quatrième mur élève le film vraiment plus haut. C'était ouf! Dernière seconde, ça monte en pic. Donc, vraiment, simplement ce petit geste rend cette scène-là tout simplement incroyable. Numéro 6. Ha! Cette fois-ci, c'est pas une scène finale et une scène de début. Je parle de la scène du bar dans Inglourious Basterds. J'espère que vous en souvenez si vous l'avez vu. Alors, dans la scène du bar, ce qui se passe, c'est qu'on a des espions qui sont dans un bar nazi. Et bon,
La tension monte parce qu'un des personnages semble peut-être se douter qu'ils sont des espions. Et la tension, elle ne cesse de monter tout au long de l'échange. Les dialogues sont savoureux là-dedans, à quel point une petite piste d'information peut en donner à l'autre. Et puis le fameux « Ah, je le savais parce que tu as monté le 3 allemand ». C'était incroyable et ça finit, bon, sur un bel sens, ça c'est typiquement Tarantino. Mais la tension dans cette scène-là, elle est incroyable. Les dialogues sont bons, les performances sont bonnes. Et puis même le Benson, je le trouvais quand même créatif dans son approche. Fait que vraiment une scène incroyable qui scotche son siège et qui m'a marqué plus que, oui, même la scène où Hitler se fait mitrailler à fond la caisse par un juif. Numéro 5. Et on se retrouve avec une autre scène finale. Je m'excuse, mais c'est difficile de faire autrement. Le duel final entre Harmonica et Frank dans Once Upon a Time in the West. Quand je pense à duel western, c'est ce qui me vient en tête. Parce que cette scène-là, elle est longue, mais pleine de tension malgré tout. Et la composition musicale de Ennio Morricone, encore une fois, oh mon Dieu que c'est du bonbon! À quel point, à mesure que l'harmonica va s'estomper, ça se donne le signal du début du duel. C'est juste incroyable. Les performances sont sobres, mais si efficaces. La réalisation est incroyable. Ça pue la classe. Oh. Je veux dire, comme, ce duel-là marche seul. À tel point, c'est autosuffisant. Ajoute avec ça le film et le fait qu'on a enfin la conclusion de savoir pourquoi est-ce qu'Harmonica en veut autant à Frank. Et t'as là vraiment une scène incroyable qui vient conclure de la plus belle façon possible le film, même si bon, c'est pas la scène finale, mais c'est quand même dans les dernières scènes. Ce duel-là, c'est probablement un des meilleurs duels de western jamais fait. Bon, forcément, Sergio Leone, c'était un maître. C'était un maître dans le domaine. Alors, vraiment, une scène d'exception, encore une fois. Allez voir ça sans plus tarder. Numéro 4. C'est pas une scène finale et c'est même pas tant que ça la fin du film. Je parle d'un moment iconique, une scène iconique. C'est le duel entre Luke Skywalker et Darth Vader. Cette scène-là est incroyable, je trouve, parce que la réalisation... comment dire... La réalisation savait que c'était un moment attendu dans le film et a mis le paquet pour nous satisfaire. Je veux dire, l'éclairage est sa coche, le son est sa coche, les échanges sont simples. C'est vraiment un moment iconique du cinéma, une espèce de symbolique du combat du bien contre le mal. Encore une fois, c'est un duel que je pourrais juste regarder. En fait, je pourrais regarder ce duel-là sans son, ça serait incroyable. Je pourrais le regarder avec probablement juste du son, ça fonctionnerait aussi très bien. Donc, mets les deux ensemble et c'est tout simplement incroyable. Et en plus, on a ici à la fin une révélation incroyable qui a changé, je pense, la façon de faire le cinéma depuis ce temps-là. Donc, merci. Hein? C'est vraiment une scène qui a changé mon enfance et une scène incroyable. Numéro 3. C'est pas la scène finale du film, mais bon, c'est encore une fois à la fin du film. Dans Blade Runner. Alors, à la fin, bon, Blade Runner, on a des Kane qui chassent les réplicants, nanana. À la fin, il est pris en chasse par Roy et, surprise, alors que le Kane va glisser à sa mort, Roy le rattrape et le sauve. Donc, c'est cette scène-là que je vais parler. Je pourrais même l'appeler Tears in the Rain. Alors, Roy sait qu'il va bientôt mourir et décide donc de sauver des Kane. Pourquoi ça? Ben, en fait, Blade Runner, c'est un film qui pose la question, est-ce que les réplicants, ces créations humaines-là, sont doués d'une forme d'intelligence et une forme d'humanité? Puis bon, le comportement de Roy à la fin va clarifier tout doute, ils le sont absolument. Roy, c'est un répliquant qui voulait savoir les origines de sa vie, savoir s'il pouvait empêcher sa fatalité, mais finalement sera confronté à sa fatalité et ressentira toutes les émotions qu'un humain vivra à l'heure de sa fatalité. Il vivra ici un dialogue. Un dialogue qui constitue une forme d'héritage avec Arkane. Il va confier le fait qu'il a fait de grandes choses et qu'il n'a pas plus grand regret de se dire que toutes ces grandes choses-là dans l'espace-temps, dans l'histoire, n'auront peu de signifiance après sa mort. C'est vraiment une scène incroyable, toute simple, mais l'acteur fait une performance incroyable. On sent l'émotivité présente, les dialogues sont savoureux. C'est vraiment une bonne scène qui... J'ai pas beaucoup aimé Blade Runner, mais cette scène-là m'a fait aimer le film, tout simplement. Cette scène-là, elle est forte, elle est poignante à ce point-là. Je trouvais le film un peu long, alors que cette scène-là, elle est quand même courte. Elle get to the point, comme on dirait en anglais. Je pourrais quoter ce qu'il dit sans arrêt, et ça me fera encore une fois lever le poil sur le bras. Vraiment une excellente scène, excellente performance, excellent message, excellent. Numéro 2. C'est qu'en introduction, on s'en sort pas trop. Alors dans le film Fearless, Maître Dame, Hyo Yanja, on préfère Hyo Yanja. Hyo Yanja, c'est le film qui raconte justement l'histoire de Hyo Yanja.
un grand maître d'arts martiaux en Chine. Donc comment le film commence, on suit le processus de le début de la fin. Fait qu'on voit la fin du film, puis après ça on va voir le début pour comment, mais comment est-ce qu'on s'est rendu là, peu importe. Donc c'est un film d'arts martiaux. Donc ce qu'on fait habituellement dans un film d'arts martiaux, c'est des combats, hein, puis préférablement des combats intéressants. Or le film commence avec 3 combats back-à-back, suite à la suite de l'autre, avec un très bon rythme, et différents dans ce qu'ils sont. Parce que dans le fond, Yuan Jia confronte d'autres nations afin de prouver la grandeur, si on veut, de la Chine. Donc il va faire un combat de boxe, un combat d'escrime et un combat de lance. Donc déjà là, c'est des combats qui sont diversifiés. Également, la chorégraphie des combats est très réaliste, hein. C'est normal parce qu'on se base sur un personnage historique, donc tant mieux. Donc c'est vraiment des combats qui sont bien faits, c'est bien rythmé, ça nous met... Pour un film d'arts martiaux, je trouve que ça commence très bien le film. On perd pas le temps avec une pseudo-histoire, même si l'histoire va être présente et très intéressante. On nous donne ce qu'on veut directement, c'est-à-dire des combats qui sont très bien faits. Jet Li fait honneur à ses talents d'arts martiaux. Donc c'est vraiment une très bonne scène pour très bien démarrer un film qui est aussi très bon. Pas exceptionnel, mais très bon, donc une très bonne scène. Numéro 1. Une séquence de fin, désolé encore. Alors, Charlie Chaplin a fait de nombreux films, puis même des courts-métrages qui étaient tous très excellents, peut-être moins certains derniers. Mais peu importe, à la fin de ces films-là, en général, ce qui se passait, c'est que ça finissait relativement très bien. Or, The Circus, par sa fin finale, va être complètement différent de ces autres films-là. Alors, The Circus, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Charlie Chaplin, à travers son personnage du vagabond de Trump, qui se retrouve être dans un cirque. Hein, et dans le cirque, il va rencontrer une jeune dame pour qui il va s'éprendre, mais au fur et à mesure que le film va continuer, on va se rendre compte qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Or, le quelqu'un d'autre va également aimer la femme, donc ça va complètement couper l'élan amoureux du vagabond. Et également, à travers le film, on se rend compte que le vagabond a plus ou moins sa place dans le cirque, il est très maladroit, peut créer beaucoup de problèmes. Malgré tout, hein, il est attachant. Et à la fin, la troupe est sur le point de partir. Le couple nouvellement formé est très heureux de la présence du vagabond et leur dit reste avec nous, hein, on t'apprécie bien. Mais ce que le vagabond va faire, c'est pas se dire oui, je suis heureux comme ça. Non, il va se rendre compte que ce mode de vie, il pourrait le garder. Mais c'est pas ce qu'il souhaite. Donc, à leur insu, il va les laisser partir et lui rester derrière. Donc, le seul est abandonné, mais de son propre vouloir, revenant à sa situation initiale. Il est seul et cherche sa place dans le monde. Déjà là, je trouve que pour juste aujourd'hui, finir un film comme ça prend du cran. Mais déjà à l'époque, je me dis que ça devait en prendre encore plus. C'est vraiment pas comme les autres films de Chaplin, comme je disais. Donc, avoir un message qui est quand même très cynique, malgré que Chaplin, comme le vagabond, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il va à l'horizon, vers la recherche de l'espoir, donc l'espoir demeure présent, mais n'empêche que c'est quand même sacrément sombre, je trouve, de se dire comme, oh, ok, ouais, finalement, il n'avait pas trouvé sa place, donc tout ce qu'on vient voir dans le film, un peu comme pour lui, comme pour nous, c'était inutile, c'était juste une étape dans la vie, hein? Puis la vie, elle est comme ça, elle est remplie parfois d'étapes qui semblent avoir servi absolument à rien, et le film le représente très bien. Donc c'est vraiment une scène qui, par sa nature, permet à élever le film dans un autre créneau que les autres films de Chaplin, et ça, c'est tout bonnement incroyable. Je veux dire, comme, je regardais le film, et j'étais comme, c'est du bon Chaplin, c'est du bon. Puis là, la film se vient mais c'est pas ce qui se passe habituellement. Habituellement, le vagabond trouve la femme, il la séduit, et ça finit bien, mais pas ici. Pas ici. Ici, c'est plus profond à travers cette excellente scène finale.